Alors, tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Le son va mieux, ça va? C'est un plaisir donc de vous retrouver pour cette soirée. Je sais que ce samedi soir, et comme tous les samedis soirs d'ailleurs, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à préparer, il y a toujours des choses à être présent. Et vous prenez de votre temps pour être parmi nous, donc c'est magnifique. Je voulais vous signaler que exceptionnellement ce soir le cours il est en direct, parce que très souvent on me dit « Mera, vous faites le cours en direct, donc on reste à la maison ». Il y en a qui l'ont fait véritablement. On met sur la télévision et on vous voit en direct, on ne va pas se fatiguer. Alors la raison pour laquelle ce soir le cours est en direct, tout simplement, comme vous avez pu remarquer ce soir, il y a une sono pour qu'on puisse mieux m'entendre. Enfin, j'espère qu'on m'entend mieux. Et les personnes qui justement ont offert cette sono, ils n'ont pas pu venir. Et donc ils m'ont dit, s'il te plaît, comme on aimerait être pour ce cours que tu vas dédier à la mémoire des personnes pour qui on a offert cette sono, donc on aimerait que tu nous montres le cours. Donc c'est pour eux ce soir qu'on est en direct. Et donc, avec votre permission, le shiur de ce soir, il est les Lou Nishmat, Rémi Rachamim Ben Diamanta, Lisette Djebali, les Lou Nishmat, l'enfant Sarah André Bat Diamanta, Lisette Djebali, et Johan Yehoshua Babo Maman Ben Gemara, que le srout de tous ces cours qui seront diffusés avec cet ampli et qui pourront être justement écoutés, soit pour les Lou Nishmatam. Il y a une autre personne aussi pour qui ce soir je voulais faire ce cours et que j'ai pensé vraiment que c'était important de la mentionner. Un problème de base toujours? Là c'est bon? Ah, un peu moins fort. Là ça va mieux? Voilà. Le shiur aussi que je voulais faire ce soir, les Lou Nishmat, ma grand-mère, puisque cette semaine c'est sa Askara, et justement puisqu'on va parler de couple et de paix, on lui disait toujours quand on était petit, mamie, qu'est-ce que tu veux? Elle me disait, mon chéri, moi ce que je veux c'est qu'il y ait la paix dans le monde, c'est qu'il y ait la paix dans les couples. Donc je pense que ce cours est tout à fait adapté, les Lou Nishmata, et qu'Akadosh Baruch Hu l'élève de plus en plus haut, Bezrat Hashem, dans le Gan Eden. Le titre du cours de ce soir, couple, comprendre et se faire comprendre. Aujourd'hui on sait très bien, et je vous dis déjà en préambule, que tout ce que je vais dire ce soir, c'est tiré du livre du Rav Simcha Cohen, Abayit HaYehudi. Les bonnes choses que je vais dire ce soir, vous les faites dépendre de lui. Et les bêtises, c'est moi qui les ai rajoutées, j'en suis désolé. Le Rav Simcha Cohen dit qu'aujourd'hui, dans la majorité des couples qu'on peut rencontrer, l'essentiel, l'espérance de chacun de ces personnes, eh bien très souvent elle est qu'on puisse les comprendre, qu'on puisse les mettre en valeur. Mais qu'est-ce qui se passe très souvent? On voit que la façon dont les couples s'émancipent, la façon dont les couples avancent dans leur vie de tous les jours, eh bien ce qui se passe c'est que petit à petit, ils voient qu'ils ne sont pas compris. La majorité de leurs sentiments, la majorité de ce qu'ils aimeraient exprimer et de surtout de ce qu'ils aimeraient qu'on les comprenne, ils voient qu'ils ne sont pas compris. Et ce qui se passe petit à petit, eh bien c'est que ces couples-là, ils vont s'arranger. Ils vont continuer de vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble, quelque part, si je ne m'abuse, c'est quelque part un vivre ensemble forcé. On a eu des enfants ensemble, ça fait longtemps qu'on vit ensemble. Quelque part, c'est l'archouma si on se sépare. Alors, essayons de vivre ensemble. J'exagère un petit peu, mais la vérité est encore pire. Essayons de partager la même maison. Et puis on s'arrange, on fait ce qu'on peut. Rares sont les couples qui finalement vont investir, et malheureusement plus le temps s'allonge et plus les gens prennent de l'âge et plus le couple, si on pourrait dire ainsi, vieillit, plus les gens, on a l'impression qu'ils parlent avec leurs frères, avec leurs sœurs. Il n'y a plus ce renouveau qu'on a connu au début. Au début, tout était à l'eau de rose. On réfléchissait 2 fois si on allait prendre le téléphone et appeler, de quelle façon on allait se parler, comment est-ce qu'on allait présenter les choses. Et puis, petit à petit, ces moments de discussion vont aller en s'estompant. Non seulement ces moments de discussion vont en s'estompant, mais la divergence grandit. Et ce qui se passe, c'est qu'après, et on ne sait plus comment s'en sortir de cette situation, on est enfoui dans la tension, on est enfoui dans la frustration, et à chaque fois qu'on essaye de parler ensemble, c'est dans les cris,
c'est dans les disputes, c'est dans des moments de stress. Et à la fin, quelque part, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on abandonne un petit peu cette relation. Et le contact qu'on devrait avoir et qui passe justement par ces moments-là où on est ensemble et où on discute, petit à petit, eh bien, il n'existe plus. Et on se rend compte qu'on arrive à un niveau qu'on a même du mal à comprendre ce que la personne veut en face. On a l'impression de vivre une situation ou de vivre dans un couple où finalement tout est anormal. C'est que chez nous que ça se passe comme ça. Moi je vois les autres, ils sont heureux, ils se sourient. Alors déjà il faut savoir que ça c'est pas vrai. Parce que vous pouvez voir des gens heureux à l'extérieur, en train de sourire, mais quand ils sont à la maison, il y a tous les voisins qui ont déjà appelé une fois le 17 pour essayer de comprendre ce qui se passait en dessous. Donc en fait, très souvent l'apparence, c'est pas elle qui va justifier est-ce que véritablement ce couple est en train de bien s'entendre ou pas. Et peut-être que si justement on avait fait cet effort, et ça va être le travail de ce soir, d'améliorer la perception de la personne que j'ai en face de moi et avec qui je partage ma vie. Peut-être que si on avait fait un effort de compréhension, eh bien peut-être que la personne à son tour, parce qu'il ne faut pas se faire des rêves. Très souvent, on attend que l'autre il fasse un effort. Mais cet effort, quelque part, il ne le fera jamais. Qu'est-ce qui va donner à l'autre, à la personne qui vit avec moi, l'envie de faire un effort, si ce n'est pas moi la personne qui va faire un premier pas? Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? J'attends que lui vienne me parler. Moi, je vais aller dans ma chambre, je vais m'enfouir dans mon lit, et on va voir s'il va venir me parler ou si elle va venir me parler. Mais il viendra jamais. Il viendra jamais. Parce que si chacun, il reste sur sa garde en attendant de dire il y en a un qui va venir me parler, eh bien, on passera une nuit tout seul dans son coin à entendre les mouches et pas son conjoint qui va venir parler. Et c'est sur ce système-là, et c'est sur cette idée-là que les Chachamim ont dit Aseota kemalka, veita aseotra kemeler. Fais-la une reine et elle te fera comme un roi. Alors pourquoi c'est qu'à un sens? La vérité, c'est que c'est pas un sens. Mais ce que les Chachamim, ils ont dit, c'est que l'homme, il doit être l'élément déclencheur de cette discussion. Si chacun il reste sur sa base, si chacun il n'essaye pas de comprendre que la personne qui est en face, elle a besoin autant de compréhension et de discussion, eh bien très souvent, on se retrouve à ne pas être compris. Il y a un autre point que nous allons essayer de traiter ce soir, dans ce chiour, c'est la façon dont je m'exprime. Très souvent, on est rentré dans un automatisme de dire finalement, ma femme, elle doit me comprendre quand je lui parle. Ou mon mari, en une petite allusion, il devrait savoir déjà ce qu'il ne va pas. Comprenez bien quelque chose, ni le mari, ni la femme, c'est des prophètes. Et si vous n'exprimez pas vos sentiments les plus profonds, votre mari n'est pas votre père et votre femme n'est pas votre mère. Pourquoi je dis ça? Parce que les parents, ils ont cette faculté, parce qu'ils ont cet instinct maternel, que même quand les enfants, ils parlent à demi-mot, même quand les enfants, ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils ressentaient, le père ou la mère, qu'est-ce que tu as mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Mais je leur ai rien dit pourtant. Ils ont cet instinct maternel. Chose qu'on croit qu'on va retrouver chez le conjoint ou la conjointe, et qui est faux. Un mari ou une femme n'a pas cet instinct maternel. Il peut se construire après 40 ans d'âge. Oui, peut-être qu'un jour, on arrivera à cette complicité, que quand on dit un mot, eh bien la personne qui est en face, elle a compris ce que je voulais dire, mais c'est un travail. C'est un travail de chaque instant. Quand il y a un Rav qui a été capable une fois de venir chez un docteur, si je ne m'abuse, c'était le Rav Levin, il a dit « Le pied de ma femme nous fait mal ». Mais ça, c'était Rav Levin. C'était sa force du Rav Ari Levin, que tout le monde a entendu parler de lui. Mais en général, c'est pas possible d'arriver à une telle complicité et à une telle compréhension si véritablement il n'y a pas eu un travail. Ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, est-ce que vous m'entendez au fond? David, ça va? Voilà. Ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, c'est comprendre quelque part où est le manque. Qu'est-ce qui manque pour que dans mon couple, ça aille pour le meilleur des mondes? Pour que dans mon couple, un jour, et c'est peut-être pas le but, mais ce serait une ambition, tout le monde me dise, mais comment vous faites pour avoir une grande complicité? Moi, la vérité,
j'ai rencontré des couples comme ça, où on a l'impression que c'est plus un mari et une femme, mais c'est un frère et une sœur. C'est extraordinaire. Mais quand on commence à parler avec ces gens-là, on se rend compte qu'ils ont fait un travail sur eux-mêmes de titan. Et je pèse mes mots. Ne croyez pas, et ça j'aimerais même monter la baffe ce soir pour le dire, ne croyez pas que la complicité, elle est innée dans un couple. La complicité se travaille. Et tant que vous ne saurez pas travailler, homme comme femme, pour arriver à cette complicité, je ne veux pas vous faire peur, mais après 40 ans de mariage, vous pouvez être comme au premier jour du mariage. Parce que s'il n'y a pas eu un travail, s'il n'y a pas eu une envie de donner à l'autre plus qu'on a envie d'en donner à soi, malheureusement, on n'y arrive pas. Et quand on se marie au début, comme je le dis très souvent, on sort de la roupa. On sort d'une roupa où j'ai vécu une enfance où toujours mes parents étaient en train de me dire « Tiens mon fils, prends mon fils, tiens, il te manque ça, vas-y mon fils, vas-y ma fille, tu as besoin d'argent, viens on va faire les soldes ensemble. » Quand on sort de la roupa, on n'est plus receveur, mon Rabbi Rabotai, mais on est donneur. Et si on n'a pas compris ça, et qu'on est resté dans le système de l'enfance, eh bien, on reste des adultes malheureux toute notre vie. Parce qu'on est toujours sur notre point d'attaque, en train de dire « Elle m'a pas fait, elle m'a pas donné, elle me fait pas à manger, elle veut pas sortir avec moi. » Mais toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi depuis que d'être marié avec elle, à part lui faire la gueule tous les soirs quand tu rentres? Qu'est-ce que tu as fait? Et les femmes, ne croyez pas, vous aussi. C'est-à-dire que si vous attendez de votre mari que le soir il soit de bonne humeur, on a toujours dit, ça c'est le Ravarouche qui le dit, la femme est le miroir de l'homme et vice-versa. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une soirée agréable, une soirée où on va pouvoir discuter, il faut s'apprêter à cette venue. Si vous êtes rentré avant du travail, eh bien faites en sorte que les choses se passent de façon agréable pour que la discussion s'engage. Et ce qui se passe en général, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que petit à petit, on rentre dans une adaptation qui est un petit peu forcée. Or, c'est pas vrai. Regardez dans l'amitié. La Mishnah dans Avot, elle dit « Assez les charav ou kne les chachaver ». Fais-toi un rabbin, quelqu'un qui va te diriger dans la vie et te donner des conseils, parce que quand on a des questions d'halakha, on peut pas prendre n'importe qui. Mais en plus de ça, kne les chachaver, achète-toi un ami. Pourquoi ça s'achète une amitié? Eh bien, ça s'achète pas dans le terme de l'argent. Ça s'achète dans le terme des efforts. Si tu peux appeler un copain à 2 heures du matin pour lui dire « Écoute, j'ai un problème d'électricité, viens chez moi à la maison » et qu'il râle pas, il est 1 heure après chez toi à la maison avec tous les outils, ça c'est un vrai copain. Pas parce qu'il te fait, mais parce qu'il est prêt à te donner quelque chose pour pouvoir être ton ami. Et dans les plus grandes galères, dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, il est à tes côtés pour participer, pour t'aider. Alors je comprends pas quelque chose. Dans l'amitié, on le comprend ça. On a compris que pour se faire des amis, il faut s'investir. Pourquoi dans le couple, on croit encore après des années et des années de mariage que tout va être inné? Pas du tout. Comme tu as compris que pour avoir une vraie amitié, il faut l'acquérir par un dévouement, par un engagement personnel, eh bien dans ton couple, tu dois comprendre que tu ne peux pas acquérir cette proximité et cette complicité s'il n'y a pas eu un engagement personnel. Maintenant, pourquoi c'est tellement difficile? Parce que je suis certain, et la meilleure preuve, c'est que vous êtes tous et toutes assises ici ce soir, vous avez tous envie d'avancer. Il y avait quelqu'un qui me disait tout à l'heure, Rav Chokron, on écoute vos conseils, mais très souvent c'est dur. Dans le domaine qu'on est en train de parler ce soir, pourquoi c'est dur? Alors on va essayer de faire toute une théorie qui commence depuis la création du monde. Et on va voir pourquoi est-ce que le dialogue en général chez les humains, il est difficile. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé les créatures dans le monde entier, la Gemara dans Sanhedrin dira, la beauté du créateur, elle est que quand un homme, il frappe des pièces pour en sortir de la monnaie, chaque pièce, prenez une pièce d'1 euro, comparez-la à une autre, c'est la même. À part l'année, peut-être qu'il change de sigle, mais c'est la même, le même chiffre, 1 euro. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé les humains, et qu'il a mis, c'est écrit, qu'il les a créés, Betselem Elohim, il les a créés à son image. Pourtant, aucun d'entre eux n'était pareil. Aucun d'entre eux ne ressemblait. Ils avaient tous un visage différent, une couleur de peau différente, une hauteur différente. Ils étaient tous différents.
En dehors de ça, on sait très bien aujourd'hui qu'on est tous habités d'une neshama différente. Chacun qui est d'entre nous ici, il a une neshama différente. Sans vouloir rentrer maintenant dans l'idée, des Gilgulim, des réincarnations, mais on sait très bien que chacun, il a une neshama différente. Et quand on voit des fois un sentiment de déjà vécu, on sait que c'est la neshama qu'on est en train de réparer, qui peut-être a déjà fait une vie précédente. Ce sentiment de déjà vécu, c'est la neshama qu'on a en nous et qu'on doit réparer. Et le fait justement qu'on soit habité d'une neshama différente, elle va faire que aussi, on va réagir différent. Il y a des gens qui vont être un petit peu plus nerveux, il y a des gens qui vont être un petit peu plus calmes, il y a des gens qui vont être un petit peu plus sensibles, il y a des gens qui vont être un petit peu plus rêveurs. C'est la neshama qui est en nous. Et les Chachamim disent heureusement qu'on est différent. Parce que, et ça c'est assez marrant, si tout le monde avait été pareil, comment j'aurais pu reconnaître ma femme d'une autre femme? Chérie? Ah non, c'est pas chérie, je suis la femme de l'autre. Si on était tous pareils, et si tous les hommes étaient pareils, c'est toi mon mari? Non, c'est le gars d'à côté. Donc les Chachamim, ils ont dit, c'est ramené dans les Midrashim, que chacun il puisse reconnaître qui est son mari, qui est sa femme. Autre raison aussi, que chacun apprécie le travail qu'il fait. La Gemara elle dit, il y en a qui sont docteurs, d'autres qui ramassent les décombres le soir, et pourtant chacun aime son travail. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont bien payés chacun? Non. Chacun il a trouvé sa branche. Et si on avait été tous pareils, on n'aurait jamais trouvé notre branche. Au niveau de la Torah aussi. Si on n'avait pas été différents, on aurait peut-être tous étudié la Gemara, ou peut-être tous, comme en ce moment c'est la mode, le Zohar, ou peut-être tous la Halakha, mais aujourd'hui, chacun dans sa synagogue, il va aller chercher un cours qui lui correspond. Ça, c'est au niveau des créatures, très chers amis. Mais au niveau du ressenti de chacun, ça a un impact énorme. Vous allez prendre une Kaïla. Cette Kaïla, pour un, c'est la plus bonne qui existe dans tout Marseille. Et pour l'autre, il n'aurait même pas osé la donner à sa voisine parce que, franchement, il ne trouve pas de goût. Vous allez prendre un objet. Pour un, cette bouteille va être magnifique. Pour l'autre, c'est une horreur. Vous allez voir quelqu'un qui avance dans le judaïsme et pour lui, pratiquer ce judaïsme de cette manière, c'est un épanouissement. Et pour l'autre, c'est une galère de tous les jours. Il y a certaines personnes qui vont avoir des besoins que d'autres n'ont pas. Et ainsi de suite. Le ressenti d'une situation n'est jamais la même chez tout le monde. Voilà pourquoi d'ailleurs, diront les Chachamim, on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. On n'aurait pas pu dire une fois Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, pas du tout. Parce qu'Abraham, il a perçu Dieu d'une manière. Yitzhak, il a perçu Dieu d'une autre manière. Et Yaakov, il a perçu Dieu d'une autre manière. Et ainsi de suite. Même les Névi'im, on sait très bien, quand Moshe Rabbeinu, lui, a reçu la prophétie, alors bien évidemment, lui, il était bien clean. Mais sachez que tous les autres Névi'im, chacun à son niveau, ils rentraient dans une transe pas possible. Ils se roulaient par terre. Ils avaient du mal à recevoir la névoie. Chacun à son niveau. Ça, c'est pour le niveau thoraïque. Maintenant, quand on arrive à la société, on voit exactement la différence. Il y a une diversité entre les humains qui est incommensurable. Tellement que dans la perception des choses, on est extrêmement différents. On prend un journal. Le mari, qu'est-ce qu'il va voir? La pub pour la maison, la pub pour la bourse, la pub pour la voiture. Sa femme, elle n'a même pas vu ces pages. Qu'est-ce qu'elle a vu, elle? Elle a vu les annonces de mode, de shopping, de bijoux, de voyage. Pourquoi on ne voit pas la même chose sur un même journal? Parce que c'est évident. Ce qui t'intéresse à toi, c'est pas ce qui va intéresser ta femme. Et ce qui intéresse ta femme, c'est pas ce qui va t'intéresser. Pourtant, on est en train de lire le même journal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même perception. Eh bien, très chers amis, dans le dialogue, c'est la même chose. Des fois, quand un homme et une femme se parlent, si on s'amusait, et heureusement d'ailleurs, on s'amusait à s'enregistrer, on aurait l'impression d'avoir un dialogue de sourds. Je vous promets, avec des cassettes d'enregistrement de couple, on pourrait gagner énormément d'argent. Ou tu me donnes de l'argent ou je diffuse ta cassette. Et là, on aurait honte, hein. Pourquoi? Parce que des fois, on a l'impression que c'est des discours de sourds. La femme, elle essaye de faire comprendre à son mari, depuis des années déjà, un besoin. Et le mari dit, mais non, mais moi aussi j'ai un besoin. Mais essayez de vous écouter. Essayez de comprendre chacun où est le besoin de l'autre. Et ça, on le retrouve à Mavdi. La Mavdi, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, dans la Gemara. On voit des fois des pages et des pages de Gemara
ou un Tana ou un Amora va essayer de défendre dans le feu et dans l'eau son avis. Pour lui, il a raison. Et sur des pages et des pages, il va tourner tous les sujets pour son avis. Et pourtant l'autre, il a la même perception, la même Gemara, mais selon son avis, la Gemara, elle prend un autre contexte. Maintenant, quand on arrive au couple, c'est encore plus compliqué. Parce qu'une femme et un homme, et ça malheureusement, les rabbinim ils le disent très souvent, on n'a pas compris qu'une femme et un homme c'est différent. On a l'impression que quand on parle à nos amis, de la même façon que je parle à mon ami I ou mon ami IE, je peux parler à mon mari ou à ma femme. Or c'est pas vrai. Regardez par exemple, c'est très simple à voir. Un couple il rentre pour acheter un four. Qu'est-ce qu'il va regarder le mari? Les watts, le degré de consommation, combien, est-ce qu'il y a une pyrolyse, est-ce qu'il y a des résistances, est-ce que ça rentre, la mesure, le poids. La femme, elle va dire, moi, ce qu'il me faut, c'est que ce soit la même couleur que ma cuisine. Mais comment c'est possible? Ou alors, à un moment, on va essayer de discuter. L'un, il dit, écoute, la vérité, chérie, la voiture, il faut que je la change. De quoi j'ai l'air devant mes copains avec cette bagnole? Et la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Mais non, j'ai besoin d'un nouveau congélateur. J'ai besoin de repeindre la maison, il faut plus de décoration. Et donc à ce moment-là, d'ailleurs on dit qu'à Ikea, c'est là où il y a le plus de difficultés et le plus de disputes entre les couples. Gad, il a dit là-bas, il s'est pas trompé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le mari, lui, il va voir tout ce qui est technique, tout ce qui est financier, et la femme, qu'est-ce qu'elle va voir? Tout ce qui est esthétique et sentimental. Et donc si chacun, il met pas un petit peu d'eau dans son vin, effectivement, à Ikea, c'est l'endroit où il y a le plus de disputes. Voilà pourquoi est-ce que dans la Mishnah, très chers amis, c'est écrit Al tadun et chaverecha ad shetagia limkomo. Ne juge pas ton ami jusqu'à que tu arrives à sa place. Et ça, c'est valable dans le couple. Tu peux pas juger ton homme ou tu peux pas juger ta femme tant que tu n'as pas compris exactement comment il réagit. Et comme l'a dit le Stapler, le père du Rav Chaim Kanievski, même si tu penses comprendre sa situation, tu n'es pas encore dans sa situation. Et voilà pourquoi est-ce qu'on ne s'imagine pas, très souvent, on passe pour des douillets, on passe pour des femmes qui sont un petit peu trop sentimentales, qui en demandent trop, un mari un petit peu trop silencieux, mais on n'a pas compris le ressenti de chacun. Vous savez, une fois, au sujet du ressenti, très chers amis, le Chafetz Chaim, il est venu chez un donateur, et il s'est présenté à sa porte un soir d'hiver, comme on a eu la semaine dernière, Motsei Shabbat, vendredi Shabbat matin, et il a commencé à parler avec le donateur. Et le donateur, il lui dit, Rabbi, rentrez à l'intérieur. Il lui a dit non. Ils ont continué à parler 10 minutes, et la personne qui avait de l'argent, elle a commencé à trembler. Elle lui a dit, Rabbi, je vous en supplie, rentrez à l'intérieur, on continue notre discussion. Et après 20 minutes de pourparler devant la porte, il est rentré. Et le Chafetz Chaim, il a dit, je suis venu pour te demander de nous aider à acheter du bois pour chauffer la yeshiva. Le Richard, il a fait un chèque de suite sans réfléchir. Et le Chafetz Chaim, il a dit, tu vois, si tu t'étais pas mis à l'extérieur et tu n'aurais pas ressenti ce froid te pénétrer dans les os, jamais tu aurais fait un chèque ce soir. Mais maintenant que tu as eu ce ressenti, ce froid, et que tu comprends ce qui est en train, quelque part, de se passer à l'extérieur pour les gens qui ont froid, c'est là où tu as compris le besoin. Donc quelque part, la plupart des discussions où il y a des malentendus entre nous dans notre couple, c'est parce qu'en fait, on n'est pas assez à la place de la personne pour ressentir ce qu'elle ressent. Et si des fois, je vous le dis la vérité, dans un petit coin, quand des fois on voit une opposition chez le conjoint, on réfléchirait un petit peu à la situation dans laquelle elle se trouve. On essayerait de comprendre pourquoi est-ce que c'est dur pour lui ou pour elle. On verrait que finalement on a tort. Et pourquoi on a du mal à accepter? Pourquoi on a du mal justement à se mettre à la place de l'autre? Alors encore une fois, au niveau de la société et au niveau du couple. Au niveau de la société, bien évidemment, Michelet l'a déjà dit, Shlomo Ameler, qui chol derer ish yachar be'enav. Tout ce qu'un homme il fait dans la vie, pour lui, c'est juste. Il n'y a pas de raison que ce soit pas juste. Et voilà pourquoi est-ce que quand quelqu'un, ou plus précisément quand mon conjoint, dit l'inverse de ce que je pense, inconsciemment, ça met en moi un doute, et ça met surtout en moi le doute d'avoir un manque de faculté. Peut-être que finalement, la personne qui est en face de moi, elle est plus intelligente.
Peut-être la personne qui est en face de moi, elle a plus à dire que moi, et donc on s'oppose. Et voilà déjà aussi pourquoi on voit cette opposition chez les Chosrim B'Teshuvah. Il y a des gens qui font Teshuvah, et à ce moment-là, dans la maison, ça devient invivable. Plus personne veut nous parler. On a l'impression qu'on a fait quelque chose de grave. Pourquoi est-ce que les Chosrim B'Teshuvah, très souvent, ils ne sont pas acceptés dans leur famille? Parce que la famille, le fait de voir une personne changer devant elles, elles ont l'impression que eux sont manquants de quelque chose. Pourquoi c'est pas cachère chez nous? Tu sais c'est qui mon grand-père? Tu sais à qui tu parles? Avant de toi, le petit religieux, faire le religieux maintenant. Pourquoi ils réagissent comme ça? Parce que, encore une fois, il y a une différence en face. Et quand il y a une différence en face, eh bien, à ce moment-là, accepter devient beaucoup plus difficile. Or, le Rav de Kotz dit quelque chose d'extraordinaire. Le Rav de Kotz dit, il y a une Gemara dans Brachot qui dit She'en da'atam domé lazé, ve'en partsufehem domim zelazé. La façon de penser de chacun n'est pas la même. Mais en plus que la façon de chacun de penser n'est pas la même, le visage de chacun n'est pas le même. Dit le Rav de Kotz, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans la rue et de prendre une crise contre une blonde et de dire mais pourquoi tu es blonde? Pourquoi tu as les yeux bleus? Cache-toi! Non. Elle est blonde, moi je suis brune et c'est pas grave. Ou alors quelqu'un qui serait plus grand. Pourquoi c'est plus grand que moi? Non, jamais. Parce qu'on a tous été créés différents. Dire le Rav de Kotz, au même titre que ça ne te dérange pas d'avoir quelqu'un en face de toi qui est différent dans sa nature et dans son corporel, ça ne devrait pas te déranger d'avoir quelqu'un qui pense différemment de toi. Ça, c'est le travail qu'on doit faire. Or, dans le couple, c'est encore beaucoup plus dur que ça. Dans le couple, petit à petit, inconsciemment, avec les années de mariage, eh bien, inconsciemment, dira le Rav Simcha Cohen, il y a une certaine concurrence qui se crée entre le mari et la femme, même si on ne le veut pas. Et puis, il y a aussi l'historique, le règlement de compte. Voilà pourquoi des fois on rencontre des gens qui vont dire « Mais je comprends pas. Quand elle parle à ses amis, elle dit oui à tout. Et moi, à peine je lui dis bonjour, elle me dit « Ferme ta bouche ». Oui, parce que petit à petit, l'esprit de concurrence n'a pas été traité, n'a pas été compris, on n'a pas compris l'autre. Et donc petit à petit, tout ce que va dire l'autre, il faut que ce soit négatif. Et quelque part, c'est une erreur d'analyse. De dire que ta femme, elle est prête à dire oui à tout à ses copines, et à toi, elle te dit non, c'est pas qu'elle t'aime pas. C'est que inconsciemment, vous avez créé un esprit de concurrence. Tu me donnes, je te donne. Tu es sympa avec moi, je serai sympa avec toi. Tu m'as fait ça, je ferai ça. Or, cet esprit de concurrence n'existe ni chez ses copines, ni chez ses parents, ni chez ses frères et sœurs. Donc forcément, vous allez trouver un conjoint qui avec sa famille va être tout à fait compréhensible, tout à fait jovial, tout à fait accueillant, et puis quand il va se retourner dans le cocon familial, étant donné qu'il y a un historique et qu'il y a une relation qui a été mal entretenue, eh bien petit à petit, ça commence à déborder. Et d'ailleurs, il y a une femme une fois qui est venue chez Rav Simcha Cohen et qui lui a dit « Rav, j'en peux plus, mon mari ne m'écoute jamais, jamais une parole gentille, jamais un acquiescement. » La première question que le Rav Simcha Cohen a demandé à cette épouse, il a dit « Est-ce que vous l'estimez? Quel est votre degré d'estime pour votre mari ?» Elle a dit « Il est à -5. » Alors le Rav Simcha Cohen lui a dit « N'imaginez pas une seconde qu'un jour, votre mari vous écoutera. » Il lui a dit « Pourquoi ?» Elle a dit « Parce que vous-même, est-ce que vous êtes prêt à écouter quelqu'un qui ne vous estime pas? Pas du tout. Regardez aujourd'hui, a dit le Rav, dans le relationnel, avec qui on se fait ami? Qui c'est nos meilleurs amis? C'est ceux avec qui on peut se confier. C'est ceux avec qui on sait que quand on leur parle, ils ont une estime hors norme pour nous. Donc ça donne envie d'aller parler. Donc ça donne envie d'aller se confier. A dit le Rav à cette épouse, comment voulez-vous faire passer un message à quelqu'un pour qui vous avez zéro estime? Travaillez d'abord sur votre estime avant de travailler sur votre dialogue. Et c'est justement ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a une des deux parties dans le couple qui n'a pas eu cette estime, qui n'a pas eu cette mise en valeur, comment elle va récupérer la mise en valeur et l'estime? En s'opposant à tout. Tu veux à boire? Non. Tu veux sortir? Non. Tu m'aimes? Non, sûrement pas. Parce que c'est comme ça qu'elle attire l'attention sur elle. C'est pas que forcément elle veut dire non à tout ce que vous dites. C'est pas forcément qu'il a envie de vous contredire.
il attire ou elle attire l'attention vers une relation qui n'est plus existante depuis des années. Donc comme c'est maladroit et qu'on ne sait pas exactement comment s'y prendre, on va s'opposer dans le dialogue. Et à ce moment-là, là j'ai toute l'attention qu'il faut, et tous les cris qu'il faut et qui vont avec. Selon moi, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai juste envie d'attention sans les cris. Et ça, c'est pas possible. Et malheureusement, vous savez, des fois, ces débats, quand il y a une grande tension dans le couple, ça peut partir de bêtises qu'on peut même pas s'imaginer. On va se disputer parce que un, il a dit ça s'est passé en 2016, l'autre il dit non, en 2017. Je t'ai déjà dit, tu m'écoutes jamais. Et vous étiez en train de parler de quand est-ce que ça allait être l'hiver, ou quand est-ce qu'il fallait sortir les manteaux, ou quand est-ce qu'on les a sortis l'année dernière, et puis vous êtes en train de vous disputer pour des manteaux. Parce que l'hiver, l'année dernière, il était à tel mois, et cette année, tu n'as pas sorti les manteaux à la même période. Comment c'est possible? C'est pas le problème des manteaux ou de l'année 2016-2017. C'est que votre relation, votre estime et votre mise en confiance mutuelle, elle est à zéro. Et donc forcément, même pour un paquet de pistaches, même pour un mot qui n'a pas été fait, même pour un sourire, même pour une attention, tout peut s'enflammer en une seconde. Parce que malheureusement, ces gens-là, à qui on n'a pas donné assez d'attention, eh bien, tout va s'enflammer très très rapidement. Maintenant, il y a un autre problème, et vous allez comprendre que petit à petit, où est le problème du dialogue? On sait qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, c'est une société où chacun, il essaye d'avoir le plus de désir et le plus de satisfaction. Mais le seul problème, c'est qu'on est demandeur, mais on ne sait pas comment l'exprimer. La seule manière d'exprimer mes désirs et mes attentes, c'est par ma langue, on est d'accord. Mais le problème, c'est que des fois, mon langage, il n'est pas assez adapté pour que la personne qui est en face comprenne quel est le désir que j'ai besoin. Je vous donne un exemple. Quand vous devez traduire un texte qui, à la base, est en anglais, est-ce que vous allez avoir la même sensation quand vous le traduisez en français? Pas du tout. Parce qu'il a été traduit. Eh bien, dit le Rav Simcha Cohen, les sentiments et tout ce qu'on peut ressentir, on est très très maladroit à le transmettre. Pourquoi? Parce que transmettre un ressenti, quelque part, c'est pratiquement impossible. Je peux dire des mots, je peux m'exprimer, mais la douleur qui est en moi, très souvent, elle va être inexprimable. Donc déjà, moi, j'ai du mal. La personne qui est en face, elle a encore plus de mal à me comprendre. Comment voulez-vous que le message y passe? À dire à Simcha Cohen, exprimer des sentiments et se faire comprendre dans un couple, c'est comme devoir monter et démonter un meuble. Déjà, pour démonter le meuble, hein, les maris, vous savez, la galère que c'est. Très souvent, on en a tellement marre qu'on casse l'étagère et puis on plie tout ensemble, on dit bon, c'est pas grave, je me débrouillerai après pour tout remonter. Donc déjà, t'as galéré. Mais après, pour remonter ça, comme il a dit Gad Elmaleh, il y a toujours une pièce en plus que tu sais pas où elle va, cette pièce. Eh bien, dit le Rav Simcha Cohen, c'est la même chose. Quand on doit transmettre un sentiment à son conjoint, on doit tout d'abord le démonter, c'est-à-dire être capable de dire ce que je vais ressentir. Or, on avait dit dans un cours ici que les hommes, c'est les plus maladroits pour ça. Un homme, il ne sait pas s'exprimer. Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas le langage. Contrairement aux femmes, où la Gemara, elle dit qu'ils ont tisha cabine, 9 mesures de parole, et la 10e, elle a été donnée aux hommes, mais les femmes, elles courent après pour essayer de rattraper le 10e aussi. Donc elles arrivent à parler. Mais le problème, c'est que même si on va dire qu'elles arrivent à parler, quand il s'agit d'exprimer des sentiments, eh bien, dira le Rav Simcha Cohen, c'est comme monter ou démonter un meuble. Il faut être capable de dire, je vais exprimer ce sentiment. Mais la personne qui est en face, même si j'ai exprimé comme il faut le sentiment, est-elle capable de comprendre véritablement ce que je ressens? Il a raconté le Rav Simcha Cohen qu'une fois, il a raconté un problème de Gemara où il y avait un prêteur et un emprunteur. Et il y avait beaucoup d'élèves, a dit le Rav, qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'il disait l'emprunteur. Mais qu'est-ce qu'il veut l'emprunteur? Qu'est-ce qu'il a fait Rav Simcha Cohen? Il a dit, vous allez voir. La moitié des élèves, ils vont jouer les prêteurs. Et l'autre moitié des élèves, ils vont jouer les emprunteurs. À ce moment-là, a dit le Rav, tout le monde a compris le ressenti du prêteur et de l'emprunteur. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient mis dans la peau. Ils avaient vécu la situation véritablement. Or, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas, et c'est peut-être le désavantage du couple, on n'est pas dans la peau de l'autre pour connaître son ressenti. Et donc, même au niveau des mots, par exemple, je vais dire le mot maison. Pour un, le mot maison, c'est l'horreur, c'est la catastrophe, c'est l'angoisse. Pour l'homme, le mot maison, c'est le moment où on se repose et que personne ne doit me parler. Pour la femme, c'est un moment, un endroit où tout est actif.
C'est un moment où un endroit de cocon familial. Donc vous voyez qu'au niveau du mot maison déjà, on n'a pas la même idée. Et ça c'est la même chose, même au niveau des endroits. Quand je parle d'un endroit, pour certains cet endroit, c'est des souvenirs formidables. Et pour d'autres, cet endroit, c'est des souvenirs terribles. Donc on voit que l'appréciation d'un sentiment, il n'est pas partageable. Mais là où ça devient un peu difficile, c'est quand ce sentiment, il fait barrière dans ma vie. Si ce sentiment-là, il m'a aidé à avancer et que je ne peux pas exprimer, qu'est-ce que je peux exprimer à mon conjoint? Je ne peux exprimer uniquement la souffrance que j'ai. Mais le ressenti de cette souffrance, personne ne pourra le comprendre. Et si je n'ai pas été assez intelligent pour expliquer, et on va voir que c'est difficile, eh bien, la personne qui est en face, elle peut vivre des années avec moi et ne pas comprendre la souffrance que j'ai. Donc on comprend maintenant pourquoi des fois on rencontre des gens, d'accord, qui sont incompris. On parle avec eux, ils disent je ne sais plus à qui me confier. Ma femme quand je lui parle ou mon mari quand je lui parle, j'ai l'impression que je parle à un mur. Mais comment tu t'es exprimé? Maintenant on commence à comprendre que finalement, c'est pas uniquement le problème de ceux qui écoutent, mais c'est le problème de ceux qui l'expriment. Peut-être qu'en fait ta femme ou ton mari, ils n'ont jamais été prêts à t'écouter, parce que quand tu parles à demi-mot. Parce que quand tu parles, et ça ce sera la fin du cours dans quelques instants, tu t'es pas mis dans les bonnes conditions. Peut-être qu'il y a des conditions. Peut-être que tu peux pas. Ah oui, pourquoi ma femme, c'est qui? C'est la présidente. C'est qui? Non. Il y a des moments où il faut pas parler avec ta femme ou avec ton mari. C'est pas le moment. Sur le seuil de la porte, quand il est en train de prendre son cartable, c'est pas le moment de lui parler. Quand elle est en train de s'occuper des enfants ou de leur faire leurs devoirs ou de préparer Shabbat, il faut pas lui parler. Faut pas rentrer dans la cuisine. Il y a des moments comme ça. Être Ratson. Il y a des moments où c'est bien de parler et des moments où, au lieu de construire avec ton conjoint, tu vas tout massacrer. Tu vas tout massacrer. Et ça, on le comprend aussi. Voilà pourquoi est-ce que des fois, après cette malentente, elle arrive des fois, un des deux conjoints, il a besoin d'une dépense. Et l'autre, il lui dit, mais quoi? Tu vas dépenser ça pour ça? Ta femme, elle vient, elle te dit, chérie, j'ai vu un aspirateur miel à 390 €. 390 €? Mais moi, je m'achète 5 ou 6 chemises avec ça. Mais est-ce que tu as déjà pris un balai et une pelle dans ta main, toi, le mari? T'as jamais ressenti le besoin? Ou alors ton mari te dit, chérie, j'ai vu qu'il y avait un entraînement physique et sportif du côté de la Valentine. C'est un abonnement qui coûte 280 €. J'aimerais bien le prendre pour aller me détendre et faire du sport. Ta femme dit 280 €, mais je peux aller 3 fois amener les enfants faire les soldes. Mais toi, t'as jamais enfilé une paire de baskets, donc tu sais pas c'est quoi le sport. Tu peux pas comprendre son besoin de faire du sport. Vous voyez, c'est-à-dire que toutes ces histoires-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'en fait, ce phénomène-là, il est que si t'as pas bien senti, si tu n'as pas bien entre tes mains le ressenti de ton conjoint ou de ta conjointe, elle restera ou il restera un éternel incompris. Et ça, vous savez où est-ce qu'on le voit le plus? Ton mari, hein, on va donner un peu sur la tête des maris ce soir, il rentre, il te dit je suis crevé, je suis fatigué. Une fois sur deux, tu vas le traiter de feignant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la même fatigue que lui. Par contre, si ensemble, le petit, il a pleuré toute la nuit, le lendemain, il te dit tu es fatigué, tu lui dis ma chien, on va dormir ensemble, j'en peux plus moi aussi. Parce que là, vous avez eu le même ressenti. Si en même moment, vous avez vécu la même fatigue, vous allez vous enlacer, vous allez dormir ensemble toute la nuit, jusqu'à 1 h de l'après-midi, personne ne vous a au téléphone. Parce que vous avez le même ressenti de fatigue. Mais si un des deux n'a pas le même ressenti, automatiquement, on ne peut pas comprendre. Et jusqu'à maintenant, on parle ici de sentiments, de choses qu'on peut encore exprimer. Mais dire à Laura Simcha Cohen, quand c'est un dialogue pur et simple, et que chacun va essayer, et c'est là où je vous dis, il y en a qui ne me croient pas, mais faites-vous l'analyse, il y a une concurrence extrême. Quand c'est juste une discussion puérile, vous allez voir que chacun il va essayer d'écrabouiller l'autre. Mais je te dis que c'est comme ça, je vais te prouver par A plus B que tu dis n'importe quoi, et que depuis à chaque fois qu'on parle, tu me dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a retenu l'autre? Qu'à chaque fois que je parle avec ma femme, ou avec mon mari, je lui dis n'importe quoi. Donc comme j'ai dit il y a 2 semaines, à la radio, et il y a beaucoup de gens qui ont été sensibles, je les remercie d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner que si on a coupé ce dialogue dans le couple, qu'après malheureusement, je ne veux pas exagérer ce soir, mais c'est la réalité des choses, il y a des fois des gens qui vont aller parler à d'autres personnes. Puisque mon mari ou ma femme, ils ne sont pas capables de m'écouter. Mais tiens, je vois que mon collègue de bureau, lui, il est attentif. Ma collègue de bureau, elle comprend quand tu racontes quelque chose. Et puis malheureusement, on connaît les histoires qui se passent. Et souvent,
Au lieu de comprendre la douleur de son conjoint, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer justement de le contredire, non pas par méchanceté, mais pour dire, ben, moi aussi j'ai besoin d'attention. Toi, tu exprimes ta douleur pour essayer de dire, je souffre, mais moi je vais exprimer ma douleur en te disant que tu souffres pas. Mais en fait, on n'est pas en train de discuter si tu souffres ou pas. On est en train de se dire finalement mutuellement, on ne s'est pas compris, on ne s'est pas écouté. Donc finalement, si on mettait de côté toutes ces a priori, eh bien, on aurait gagné énormément. Voilà pourquoi, et là je dis c'est très difficile, parce que, faut dire ce qui est, on aime bien faire la classe, on aime bien se montrer vaillant et capable. Donc c'est très difficile ce que je vais vous dire maintenant. Mais ce qui est le plus important peut-être dans un couple, c'est d'exprimer jusqu'au moindre détail pourquoi est-ce que je suis en train de penser de cette manière. Qu'est-ce qui en moi souffre? Qu'est-ce qui en moi est manquant? Qu'est-ce que je ressens quand j'ai pas cette demande? Et plus, sachez, c'est un travail énorme. Et encore une fois, on n'est pas capable, parce que souvent on se dit, bon ça va, je suis pas en train de parler au président de la République, c'est mon mari. Mais justement, c'est parce que tu n'es pas en train de parler au président de la République ou à la chancelière allemande que tu vas devoir t'exprimer et détailler. Parce que le président de la République, lui, il peut comprendre. De toute façon, il n'y a aucune concurrence. Mais quand malheureusement, on a tous un historique dans notre couple, pourquoi vous détruire que du jour au lendemain, ta femme ou ton mari devienne attentif? Il faut investir. Et voilà pourquoi, on va essayer dans les dernières 20 minutes d'expliquer comment se joue une véritable discussion. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'habituer à faire une vraie discussion. Parce que très souvent, qu'est-ce qui s'est passé? L'un envers l'autre, on n'a pas été attentif. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que quand je crie, elle m'écoute. Vous pouvez être sûr que toutes les discussions, elle va être dans les cris. Et à chaque fois qu'on va devoir gérer quelque chose d'important à la maison, mais pourquoi tu cries? Parle! Inconsciemment, on s'est rendu compte que le conjoint qui était en face, quand je crie, il m'écoute. Donc maintenant, tout va se gérer dans les cris. La majorité des discussions, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles se font le matin, 20 minutes après t'as juste eu le temps d'enfiler tes tefilines, que ta femme, elle commence à te rabattre les oreilles, jusqu'à que tu prennes ton cartable et que tu partes. Ou que vous vous sépariez dans la rue, chacun dans sa station de métro. Pourquoi vous attendez ce moment pour parler? Ou bien, ça les adore les femmes, hein. Ça fait une demi-heure que tu essayes de monter un meuble et tout retombe. Et là, elle te dit, mais de toute façon, je savais que tu étais incapable. Tu n'as jamais été capable de mettre une étagère. Et là, ça explose. Et c'est là où tu vas lui dire les 4 vérités parce que ça fait 1 heure que tu te galères sur ce meuble. Et c'est là où on discute, dans ces moments-là. Alors que dans ce moment-là, on devrait peut-être même pas répondre. Dire, tu veux pas que je t'amène un verre d'eau? Pourquoi dans ces moments où tu sais que ça va faire mal, c'est là où tu discutes des choses les plus importantes? Ou alors à travers les enfants. Quand on ne sait pas comment faire passer un message, tu connais ton père et ses radineries, hein? C'est pas lui qui ira sortir un franc 6 sous pour toi, voyons. Et paf, tu lui dis, pourquoi tu fais ça devant les enfants? Pourquoi les choses? Prends ton mari ou prends ta femme, attends que les enfants ils se soient endormis. Ah, on va expliquer comment il faut s'asseoir même, ça va vous faire rigoler. Et à ce moment-là, tu vas commencer à discuter. Pourquoi tu fais ça devant les enfants? Tu connais ta mère, t'es-tu comme une mule? Pourquoi les enfants, ils sont obligés Et après, on s'étonne. Pourquoi le petit gamin de 5 ans, il vient et il te dit, va te faire voir. Ah, moi, tu me dis ça? Ben oui. Il vous a entendu parler comme ça. Vous croyez qu'après, ils vont faire un autre discours? Ils vont faire le même discours que vous. Moi, je vous ai déjà dit, les enfants, ce sont des robots enregistreurs. Et au moment où on se rend compte le moins possible, c'est là où ils enregistrent le plus de données, et c'est là où ils vont vous répéter les pires horreurs, comme un perroquet, devant tout le monde. Alors pour discuter, quand on doit véritablement essayer, et je vais vous dire au début, ça peut paraître marrant, parce que ça fait des années qu'on parle, et qu'on parle n'importe comment, et qu'on parle en s'énervant. Au début, ça peut paraître une pièce de théâtre, ce que je vais vous dire maintenant. Mais le Rav Simcha Cohen dit, voilà quel serait l'idéal. Tout d'abord, quand tu veux parler, ne rentre pas directement dans le sujet. Commence par une plaisanterie, commence par un compliment. Vous savez, quand on complimente quelqu'un, on a déjà baissé 50% la garde de la personne qui est en face. Sachez-le ça. Et ça, les gens qui font du commerce, ils le savent très bien. Un compliment fait baisser de 50% la garde. Donc, on ne vous a pas dit de faire exprès. Qu'est-ce que tu as à me demander encore pour que tu es gentil comme ça ce soir? Non, véritablement, des choses. Je pense qu'aujourd'hui, tu as été hyper sympa avec les enfants. Tu m'as aidé à faire les devoirs. Moi, j'étais crevé dans le boulot. Tu t'es assis, franchement, bravo. Mais par contre, j'aimerais qu'on s'assoie et qu'on discute. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Déjà, vous allez voir, elle va prendre une autre voix.
Oui, parce que tu l'as mis en condition. Tu l'as mis en confiance, tu l'as mis en condition et tu lui as pas mis du stress. On choisit une heure aussi où le calme, il râne. C'est pas le moment à 7h du soir, quand le calme, il n'est pas existant, de parler ensemble. Et tu as des chaussettes qui volent en l'air, tu glisses sur un cartable, tu te prends la main dans la purée, dans l'assiette de la purée. C'est pas ça, non. À 8h30, quand Marie au premier regard, il va commencer, tu éteins la télévision, et maintenant tu vas discuter avec ton mari. Mais j'ai loupé le dernier épisode, comment je vais faire? Non, on va discuter ensemble. Maintenant, il y a du calme. Non, mais quand il y a du calme, je kiffe. Je me fais un match de foot. Mais non, quand il y a du calme, c'est le moment où tu vas pouvoir faire passer des messages que jamais dans la journée, à travers le téléphone, à travers le plus beau SMS, tu pourras pas le faire passer. Pourquoi? Parce que tout d'abord, et ça va vous faire rigoler, tu es assis confortablement. Quand on doit discuter, il faut que le mari et la femme soient assis confortablement. Parce que dit le Rav Simcha Cohen, si on n'est pas assis confortablement, ou on peut pas mettre ses mains quelque part, j'enlève mon micro pour vous montrer, et qu'on met les mains comme ça, déjà ça montre qu'on n'est pas prêt à écouter. Le fait de croiser les mains, ça montre qu'on va pas être d'accord avec la personne qui est en face. Donc ici le Rav Simcha Cohen, quand il est bien assis, ça vous fait rigoler, mais c'est toutes des techniques de marketing, mais malheureusement qui est dans le couple aussi. Le fait de croiser les mains comme ça, d'ailleurs il y en a un qui me croisait, le fait de croiser les bras comme ça, je sais pas ce qu'il a à me dire, mais à mon avis il va me dire quelque chose après. Le fait de croiser les bras comme ça, eh bien c'est quelque part, ça montre, je vais m'opposer à ce que tu vas dire. Autre chose aussi, vous allez rigoler ce soir, hein, on ne s'assoit pas de deux côtés de la table. Parce que quand je m'assois du côté inverse de la table, je montre encore une fois qu'il y a une frontière entre nous. Ah, vous allez dire quand on est Nida ou quoi que ce soit, ben c'est pas grave. Un, il s'assoit ici et moi je m'assois là. Mais au moins, on a gagné la proximité. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On est dans la cuisine, en train de chercher quelque chose dans le meuble, et là, l'autre, il t'envoie un truc que toute ta vie, même 10 ans plus tard, c'était lundi soir, le 24 décembre, 20h45, tu m'as dit que j'étais pas belle. Voilà. Ça, elle va s'en rappeler. Parce que, encore une fois, c'était pas, d'abord on le dit jamais, d'accord? Mais en plus de ça, on va pas régler ces problèmes dans une cuisine. Autre chose aussi, et ça c'est important, quand je parle à mon conjoint, et ça vous allez voir, faites l'expérience, je vous promets, vous allez être surpris. Quand vous parlez à votre mari ou votre femme, je vais faire rigoler là. Quand vous parlez à votre mari et votre femme, regardez-vous dans les yeux. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Chacun, il est évasif. Il regarde le plafond, il regarde le sol, il regarde le match de foot pour voir qui c'est qui a gagné. Ça, c'est pas possible d'avoir une discussion. Si tu regardes pas droit dans les yeux, c'est que déjà, il y a un obstacle. Quand je te regarde droit dans les yeux, c'est que j'entends et je comprends ce que tu es en train de me dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on commence à parler d'un sujet, la plupart du temps, on rentre en plein dedans. On se demande même d'où ça sort. Je ne m'attendais pas à ce que tu me parles comme ça. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut être capable, de se préparer. Et aussi dans la façon dont je parle. On ne se rend pas compte des erreurs qu'on fait. On s'est assis, on s'est mis à discuter. Mais la première chose qu'il dit, j'ai raison et personne ne me dira le contraire. Ça, c'est jamais à dire. Parce que quand tu dis j'ai raison et personne ne me dira le contraire, c'est que de suite tu as fermé le. Et ta femme, elle va prendre ses affaires, elle va fermer son livre qu'elle est en train de lire et puis elle va aller dans sa chambre. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Tu as coupé le dialogue. J'ai raison et personne ne me dira le contraire, à bannir. Peu importe comment je m'exprime. Non. Il y a une façon comment tu vas t'exprimer. Comme on l'a dit, tu t'exprimes pas à ton ami comme tu t'exprimes pas à ta femme ou à ton mari. Peu importe comment va mon couple, je vais dire ce que j'ai à dire. Il y a des moments où c'est assourd de discuter. Il y a des moments de tension où il faut être assis. Non mais de toute façon, au point où on en est, je déballe ce que j'ai à dire. Mais tu es en train de détruire ton couple. C'est pas ce soir. Ce soir, c'est la chose que vous avez à faire peut-être. Allez sortir ensemble et allez faire un truc ensemble. Mais ne restez pas enfermés dans la maison à vous tirer dessus. Parce que de toute façon, vous êtes déjà anéantis. Alors, de toute façon, je vais dire les 4 vérités, au point où on est, j'ai plus rien à perdre. Mais au contraire, tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner d'essayer de réparer ce qui est déjà cassé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes le truc. Alors ce soir, on ne pourra pas traiter parce que la vérité, j'ai raison et personne ne me dira le contraire. C'est un chiour à part. Peu importe comment je m'exprime, c'est un cours à part. Peu importe comment on coupe, c'est un cours à part. Mais juste peut-être et voir les phrases qui sont à bannir, malheureusement. Tout d'abord,
On ne dira jamais à son mari ou à sa femme, c'est pas vrai, tu mens. Ça déjà, vous avez massacré la discussion. Parce que si elle ou il me prend pour un menteur, pourquoi j'exprimais mes sentiments? Tu me traites de menteur? Tu me dis n'importe quoi. Ça veut dire que quelque part, ma parole n'a aucune valeur. Ça aussi, vous devrez prendre des notes. On dit jamais à son mari ou à sa femme, tu me dis n'importe quoi. Ou bien alors, ça c'est plutôt les hommes, je vais te prouver par A plus B que j'ai raison. Ça, les maris, ils adorent ça. Ok, tu comprends mieux que elle dans l'électricité, tu comprends mieux que elle dans les finances, mais ne lui montre pas que tu es en train de lui faire son jugement. On n'est pas en train de se juger. Donc pourquoi tu vas dire, je vais lui prouver par A plus B que j'ai raison? Ou bien, tu sais même pas ce que tu dis. Ah, c'est-à-dire que quand je parle, je sais pas ce que je dis. Qu'est-ce que tu comprends à ça, toi? Toute la journée, tu es dans tes voitures et dans ton boulot et dans ton truc. Qu'est-ce que tu comprends? Là aussi, vous essayez d'exprimer une souffrance, de dire finalement, je suis seul, il faut que tu viennes m'aider. Mais tu as pris ton mari, tu lui as mis un coup de pied, tu l'as envoyé à 2 kilomètres plus loin. Jamais il reviendra te parler de ça. Parce que de toute façon, tu as dit qu'il comprenait rien à ça. Donc il ne reviendra plus. Ou bien, laisse-moi te parler, tu verras que j'ai raison. Ça aussi, c'est terrible. Parce que quand on s'écoute, quand on écoute un petit peu ces phrases que je viens de citer, on voit que finalement, et ça je l'ai dit au début du cours, on est à 90% sur la défensive. Tout le temps. Et d'ailleurs, c'est trop marrant. Vous allez vous en rendre compte, des fois, où vous êtes au téléphone, et ta femme, elle te dit, ou ton mari, « Allô, chérie, mon amour, comment ça va ?» Tu avais quelqu'un derrière toi. Oui, d'où tu sais? Ben parce que ça fait des années que tu m'as pas parlé comme ça. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça va? Ça veut dire qu'on est aujourd'hui capable de détecter si à côté de moi, il y a quelqu'un, ou à côté d'elle, il y a quelqu'un, parce qu'on sait tellement, on se parle tellement, excusez-moi du terme, comme des zut, que maintenant on est capable d'analyser si oui ou non, on est à côté de quelqu'un. Or, ça devrait pas être ça. Or, en s'exprimant comme on l'a cité en haut, comme on a dit tout à l'heure, on voit qu'on ferme le dialogue. Alors vous allez dire, mais comment il faut faire, Rav? Alors je vais vous dire, et ça a été cité au nom du Maharal, quand on a une discussion avec son mari ou avec sa femme, la première chose qu'il faut faire, c'est dire, tu as raison, mais j'aimerais te dire quelque chose. On ne peut pas imaginer ce que tu as raison, il a apporté à la discussion. Ta femme, elle va parler ce soir-là comme jamais tu l'as entendu parler. Parce que tu lui as dit, tu as raison. Ou alors, la phrase qui est extraordinaire, et avec laquelle on répare beaucoup de choses, je te comprends. Le mari, vous allez voir, il va revivre tout d'un coup. Vous allez le voir danser. Je te comprends, mais j'aimerais te dire quelque chose. Le fait d'avoir dit je te comprends, vous lui avez donné une bouffée d'oxygène qu'il n'a jamais eu de sa vie. Et le Maharal, il a cité au nom d'un philosophe juif qui a écrit un livre qui s'appelle Shamaim Vaaretz. Il a dit, dans toutes les discussions, comme on vient de dire maintenant, il est justement important toujours, de citer l'avis en premier de la personne adverse. Vous entendez? J'ai terminé bientôt. Dernière phrase du Maharal. Le Maharal, il dit, quand vous devez parler à une personne qui est en face de vous, citez toujours son avis avant le vôtre. Qu'est-ce que j'ai gagné? Tout d'abord, quand j'ai répété l'avis de la personne qui est en face de moi, je l'ai mis en confiance et surtout, dira le Maharal, j'ai réfléchi, est-ce que finalement c'était pas moi qui avais tort? En ayant rapporté les paroles de l'autre, j'ai réfléchi, peut-être que finalement c'est elle qui a raison et moi qui a tort. Et deuxièmement, une personne qui entend son avis répété, elle est mise en confiance pour pouvoir après s'ouvrir et parler. Voilà ce que dit le Maharal. Une personne qui entend son avis en premier est mise en confiance pour pouvoir après parler. Et par-dessus tout, dira le Maharal, quand j'ai cité l'avis de la personne qui est en face avant tout, j'ai apaisé la tension. Je vois que finalement, la personne avec qui je vis, elle me laisse exister. Sachez que, comme on a dit ce soir, comprendre et se faire comprendre, c'est bien plus que ça. C'est exister et faire exister. Parce que si vous avez écouté votre mari ou votre femme, vous les avez épanouis, mais vous les avez surtout fait exister. Malheureusement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a tellement de couples qui s'éteignent? Parce qu'ils n'ont pas avec qui parler, parce qu'ils n'ont pas des personnes qui peuvent les comprendre. S'ils avaient avec qui parler et des personnes qui les comprendraient, ce serait tout à fait différent. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien, malheureusement, que Dieu nous en préserve,
ils vont aller chercher la compréhension et la mise en valeur ailleurs, ou bien ils vont aller voir des psychologues. Mais en fait, tout ça, finalement, ça servait à rien, parce qu'au sein du couple, on aurait pu se comprendre. Mais des fois, malheureusement, le mal est fait. Et enfin, je terminerai avec un passou qui dit « Kotomar les bêtes Yaakov, vetaged livnei Israël ». Ainsi, tu diras aux enfants d'Israël, aux hommes, vetaged livnei Israël. Et tu diras, excusez-moi, les bêtes Yaakov aux femmes, vetaged livnei Israël, et tu parleras ainsi aux hommes. Rashi, il dit, pourquoi c'est écrit Tomar et Taged? Parce que Tomar, c'est la shon raka, c'est un langage souple qui s'adresse aux dames. Et vetaged, c'est des paroles dures avec qui on peut parler durement avec un homme. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Rashi? Eh bien, le jour où j'ai compris que la personne qui est en face de moi, c'est ma femme, ou que la personne qui est en face, c'est mon mari, eh bien, j'ai compris que de la façon dont je parle à mon mari ou ma femme, ça ne peut pas être la façon dont je m'exprime avec mes amis. Parce que chaque personne a une adaptation, a un dialogue bien différent. Et à ce moment-là, j'ai peut-être gagné beaucoup de choses dans mon couple. Voilà, je vous remercie ce soir de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau chiour. Et vraiment, bravo, bravo, bravo pour votre mobilisation de ce soir. Et continuez à être présent. Et Bezrat Hashem, petit à petit, on va relever ce flambeau. Parce qu'on s'est rendu compte, avec mon cher ami Michael, que dans le consistoire, aujourd'hui, il y a tellement de difficultés. Et les gens, ils sont tellement en souffrance. Parce que justement, il n'y a pas eu toutes ces compréhensions. Si chacun, il sème un petit peu la graine dans son couple, eh bien, il sera l'exemple de toutes les personnes qui l'entourent. C'est ce que je vous souhaite ce soir, d'être les couples exemplaires de Marseille, et qu'on se revoie et Bezrat Hashem que dans la simra et la joie. Be'asta vagala Wizman Karib et Nomar Amen. Si vous avez des questions, avec plaisir. Hein. Moi j'ai des questions. Bien sûr. Si on a toujours raison, comment on fait? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème.